Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. Bonsoir à vous. Chaque mercredi soir, vous le savez maintenant, c'est Devenir plus utile sur Sud Radio, votre émission hebdomadaire. C'est la mission que l'on s'est donnée avec vous, mon cher DJF Audebert. On est là chaque semaine. Bonsoir. Bonsoir à tous, Philippe. On garde le cap vers la destination utile qu'on espère atteindre. Exactement, une contrepartie à notre présence, donc pour rendre notre monde meilleur. Alors, l'utilité, c'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. Mon cher DJF, quel est le thème de ce soir? Une finance éthique pour investir et devenir plus utile en faveur du bien commun. On y croit. Que ce soit pour ceux qui ont peu, beaucoup, passionnément la folie de l'argent, de la monnaie, des sous, du cash, pendant qu'il en reste, particuliers ou entreprises, il est temps d'investir utile, et la finance a beaucoup plus d'importance et de pouvoir pour influencer la bonne marche de la planète qu'on ne le pense. Et oui, alors mon cher DJF, quelles sont les questions que l'on doit se poser? Comment investir utile et agréable, agréable pour tous, que l'on soit pauvre ou riche, quelles sont les bonnes solutions d'investissement en servant le bien commun? Comment encourager ceux qui sont en quête de financement pour les aider à engager des transitions positives? Et enfin, quelles sont les solutions et qui peut les apporter? J'espère nos invités autour de la table. Et oui, justement, à cela des réponses, et nous allons les explorer avec vous, Corinne Brunet, directrice stratégie et développement Novetic, qui est avec nous. Philippe Douste-Blazy, c'est un plaisir, secrétaire général adjoint aux Nations Unies en charge des financements innovants. Bonsoir, monsieur Douste-Blazy. Bonsoir à vous. Gilles Pouzin, fondateur, rédacteur en chef du site financier Déontophi. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Laurent Trulest, qui est à ma gauche, analyste financier, coordinateur de l'investissement responsable chez Dorval. Bonsoir. Alors Laurent Trulest, vous êtes coordinateur de l'investissement responsable chez Dorval, qui est un fonds d'investissement, on peut dire. Qu'est-ce que l'investissement responsable pour ceux qui sont complètement novices? L'investissement responsable est un investissement qui intègre les critères extra-financiers définis sous 3 prismes E, S, G. E pour environnement, S pour social et G pour gouvernance, et qui vise à compléter l'analyse financière par cette analyse extra-financière pour intégrer dans un prisme beaucoup plus large les décisions d'investissement. Très bien. Alors on entend juste effectivement toujours ces labels partout, ESG, ISR. Éclairez-nous un peu sur l'ISR par exemple. Alors effectivement, en France, il y a un label d'État qui est le label ISR. Laurent Trulest, bien dans le micro, sinon on ne vous entend pas. Il y a un label d'État qui est donc le label ISR chapeauté par le ministère des Finances. Il y a également un label Greenfin par le ministère de la Transition écologique. Et justement, ces labels visent à garantir et à flécher pour l'épargnant final la qualité ISR et verte des investissements. Philippe Douste-Blazy, les solutions d'investissement responsables à l'international, est-ce qu'elles sont les mêmes qu'en France? Est-ce que la finance a des frontières? Non, d'abord, moi, je voudrais féliciter à la fois Laurent Trulest et Gilles Pouzin d'être ici parce que, pour ce qu'ils font. Parce que le monde est devenu, le capitalisme est devenu un peu fou. Moi, je l'ai connu familial et social. Il est devenu hyper financier. Et je pense que dans ce contexte, essayer de faire du bien, essayer d'être utile pour l'environnement, pour le social et pour la gouvernance, une meilleure gouvernance, c'est formidable. Je pense qu'on gagne encore plus, certainement, que les investisseurs doivent certainement plus gagner en mettant de l'argent chez vous, plutôt qu'en essayant à 2-3 ans de multiplier par 2 ou par 3. Je pense qu'il faut commencer à réfléchir au niveau citoyen à l'argent que l'on donne au fonds d'investissement. On ne peut pas continuer à voir, comme dit Oxfam, qu'il y a 10 familles qui gagnent autant que la moitié de l'humanité. Donc il faut au moins que ça serve à des choses majeures comme le changement climatique, et je vais parler pour ma chapelle aux Nations Unies, par exemple contre la malnutrition chronique, qui est le plus grand fléau au monde, qui touche 140 millions d'enfants de moins de 5 ans, qui est un enfant sur 3 dans les pays les plus pauvres, et qui aboutit à des enfants qui n'ont pas un cerveau développé, et qui peuvent donc absolument pas développer leur pays pauvres, qui resteront pauvres.
Corinne Brunet, vous êtes avec nous, directrice stratégie et développement de Novetic. Bonjour. Avant, c'est nouveau cette notion d'investissement responsable. Avant, on se disait tiens, on mise de l'argent et on espère en tirer le plus grand parti, le plus grand profit. Et maintenant, c'est complètement différent. Les gens commencent. Il y a 80% des gens en Europe qui sont soucieux de savoir où va aller leur investissement et comment il va profiter au plus grand nombre. Tout à fait. Alors, ce n'est pas si nouveau parce que c'est un mouvement qui se construit depuis une vingtaine d'années. Certains datent même le début de l'investissement responsable au premier crash boursier de 29, mais c'était très timide. Et aujourd'hui même en France, on dit qu'il y a 70% des Français qui sont soucieux de l'impact de leur placement. Par contre, sur ces 70%, seule une dizaine de pourcents connaissent et comprennent ce que ça veut dire ISR, ce que signifient les différents labels qui ont été cités tout à l'heure, donc le label ISR qui est un label généraliste, le label Greenfin pour l'investissement écologique et vert, et enfin le label Finansol pour les investissements solidaires. Alors pour les aider, vous sortez un magazine en kiosque qui se nomme L'Éclaircie, c'est pour vos 20 ans de Novetic. Je peux même vous montrer une petite couverture, je ne sais pas si vous la voyez à l'écran. Novetic. Non, on ne la voit pas. C'est pas grave. Vous m'entendez, pardon, je ne sais pas. Non, on ne la voit pas. Dites-nous alors, L'Éclaircie, what's about health? Alors, L'Éclaircie, l'idée, c'est que Novetic a commencé en tant que donneur d'alerte il y a 20 ans exactement, puisque c'est notre anniversaire cette année, et qu'aujourd'hui, tous les mouvements des acteurs financiers autour du développement durable ou de la transition écologique s'est amorcé. Et plutôt que de parler de morosité, de parler des nuages et de ce qui nous reste à faire, on a décidé cette année, à travers un magazine disponible en kiosque, de parler de tous ces gens du secteur financier, des artistes, des entrepreneurs qui contribuent, entre guillemets, à avoir cette nouvelle philosophie d'investissement et de placement pour un durable plus désirable, un futur plus équilibré, aussi bien au niveau environnemental, mais aussi, il ne faut pas oublier, au niveau de l'équilibre de la société sur donc le pilier social. Okay. Voilà. Merci. Et donc L'Éclaircie, c'est un condensé, entre guillemets, d'actions positives en faveur de la transition. Gilles Pouzin, vous êtes fondateur et rédacteur en chef du site financier Déontophi. Quelles sont les solutions au jour d'aujourd'hui pour se montrer plus utile en matière de finances, si on est un petit épargnant? Alors ça c'est très intéressant parce que le niveau d'intervention n'est pas forcément le même en tant qu'institution financière. On a parlé des banques, des assureurs, des gens qui gèrent des milliards, et quand on est un particulier. Donc il y a deux choses. Il y a d'une part investir directement son argent dans des entreprises qui contribuent éventuellement à réduire les dégâts sur l'environnement, la pollution. Donc ça, vos invités en ont parlé, c'est le label Greenfin, hein, et contrairement au label ISR, qui lui est une sélection de sociétés les moins polluantes, mais qui n'exclut pas forcément des activités polluantes comme les énergies fossiles ou nucléaires. Donc ça, c'est l'investissement responsable. Et puis, il y a une autre catégorie qui est très intéressante et qui est vraiment une spécificité française, qui a été beaucoup copiée dans le monde par la suite, puisque maintenant, ça s'appelle au niveau international l'investissement d'impact, et qui est en France l'investissement solidaire. Et ça, c'est aussi quelque chose qui date d'une trentaine d'années quasiment, puisqu'on a en France le label Finansol pour les placements de finances solidaires qui existe depuis 1997 et qui regroupe des placements le plus souvent qui sont non seulement socialement responsables, mais qui en plus permettent de distribuer une partie de l'argent des investissements pour des projets solidaires. Alors, Laurent Trulès, excusez-moi de cette question, mais il n'y en a pas trop des labels, là. Le label Greenfin, le label ISR, le ESG, les gens s'y perdent. Pourquoi il n'y a pas un label européen qui soit commun à tous et qu'on comprenne concrètement les choses le mieux possible? Effectivement, il y a une volonté des régulateurs et notamment de l'Union européenne de venir créer un label européen, donc un écolabel, qui permettrait d'harmoniser les standards au niveau européen et donc de permettre pour n'importe quel investisseur français ou allemand de flécher cet investissement vers un investissement qui dit durable et qui ne soit pas contesté. Maintenant, de par les différentes façons
Différentes façons, effectivement, et différentes maturités des différents pays. La France, typiquement, a été en pointe sur ces sujets ISR. On voit cette différence de maturité au niveau des différents labels européens. Philippe Douste-Blazy, transformer le monde est avant tout une responsabilité individuelle. Alors, c'est le problème de la solidarité internationale. La solidarité internationale, actuellement, elle est basée sur l'aide publique au développement, c'est-à-dire les impôts des uns et des autres. Enfin, vous voyez bien quand même ce qui vient de se passer depuis les 2 dernières années. On a emprunté massivement, on a des dettes extraordinairement importantes, et donc je ne vois pas comment l'aide publique va pouvoir continuer à aider toujours les pays en développement. D'où l'importance d'un partenariat entre le public et le privé. Et l'avenir des Nations Unies, ça ne sera pas de l'argent public uniquement, mais de l'argent public et privé. C'est la raison pour laquelle je pense que ces fonds sont extrêmement importants si on veut être au rendez-vous des objectifs du millénaire, c'est-à-dire l'eau potable, la nourriture, la santé pour tous, l'éducation, l'assainissement. Comment s'assurer, Gilles Pouzin, que les produits financiers dans lesquels on va investir soient conformes aux citoyens et à leur volonté, justement, quand ils mettent 1 euro quelque part, de savoir où est-ce qu'il va aller et comment ça va se passer? Oui, alors ça, c'est un point très intéressant. Et pour aller dans le sens de ce que disait M. Douste-Blazy, les Nations Unies ont été vraiment une force directrice dans ce domaine, puisque tout est né finalement dans les années 2000, à la suite de la première crise, du premier krach de 2002. Dès 2005, sous l'influence de Kofi Annan, les Nations Unies ont adopté les principes pour l'investissement responsable, les United Nations Principles for Responsible Investment, qui gèrent aujourd'hui plus de 90 000 milliards de dollars d'actifs. Donc, alors, ça, c'est l'argent qui est géré. Ensuite, il y a la question d'effectivement de pouvoir vérifier si ce dans quoi ces fonds investissent respectent les critères. Et là, on entre dans une complexité infinie, puisqu'il y a les 17 objectifs de développement durable, il y a les 183 indicateurs de suivi de ces objectifs, et puis il faut définir des standards de comptabilité extra-financière, comme on en a parlé avec Novetic, ou avec Laurent Tulès d'Orval. Ces indicateurs doivent être surveillés par une comptabilité extra-financière. Là aussi, la France a été un peu aux avant-gardes avec certaines réglementations, dont la loi de transition énergétique, la LTCEV de 2015, et qui ont été reprises en Europe. C'est quoi la LTCEV? Parce que nos auditeurs ne sont pas des financiers émérites. C'était la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui a été promulguée le 17 août 2015 et qui a mis en place des obligations de reporting, des obligations pour toutes les institutions financières et les sociétés de gestion chaque année de rédiger un rapport expliquant comment elles mettaient en œuvre, ou pas, mais en tout cas quelles étaient leurs actions, leurs responsabilités vis-à-vis de l'objectif de développement durable. Et cette initiative française a été reprise dans les réglementations européennes, notamment dans, on parle beaucoup en ce moment de la réglementation taxonomie, des non-financial disclosure. Donc il y a de nombreuses réglementations internationales qui se mettent en place sur ce modèle pour essayer de se mettre d'accord sur comment on mesure la contribution à l'environnement. Alors, Corinne Brunet, pour Novetic, on est en début d'année, donc on est le 5 janvier de début d'année 2022. Comment les entreprises peuvent investir plus utile? C'est votre partie aussi. Donc, comment elles peuvent commencer à faire une finance utile en ce début 2022? Alors, j'allais dire, les entreprises, leur première responsabilité, puisque c'est les entreprises et les projets qu'on va retrouver dans les produits financiers, c'est plutôt d'être en capacité de mesurer, de piloter leurs activités en essayant de minimiser leur impact négatif et de maximiser leur impact positif sur l'environnement, sur leurs collaborateurs. Ça, c'est le premier point. Et j'en reviens à la mesure de l'impact donc extra-financier, comme c'était dit juste précédemment. Alors, qu'on comprenne bien, intra-financier, c'est quoi? Extra-financier, c'est quoi? Alors, effectivement, c'est un langage un peu barbare. Ça consiste très simplement à se dire, ce qui est important pour mesurer ma performance, c'est pas uniquement les bénéfices
que mon activité peut générer, mais c'est aussi la façon dont elle impacte son environnement, la façon dont elle impacte les collaborateurs qui y travaillent et comment elle les développe, la façon dont elle garantit un équilibre au niveau de la diversité de ses équipes et dont elle préserve, par exemple, la biodiversité. Toutes ces questions-là. Je dirais que plus que les entreprises, ce qui est important, et on l'a dit tout à l'heure, c'est que tout le monde a sa responsabilité dans la transition écologique et durable. C'est-à-dire que nous, chaque citoyen, vous et moi, on a notre contribution en mesurant ce qu'on achète, en étant conscient de l'impact de nos achats et en étant conscient aussi de l'impact de nos placements financiers. Merci Corinne Brunet, on va se retrouver dans quelques minutes. Vous restez avec nous d'ailleurs, Corinne Brunet, Philippe Douste-Blazy également, Gilles Pouzin, Laurent Troulès. On vient dans quelques minutes devenir plus utile sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant, ne bougez pas, à tout de suite. Jusqu'à 20h, Sud Radio devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. Devenir plus utile sur Sud Radio, c'est la deuxième partie, une finance éthique pour devenir plus utile en faveur du bien commun. C'est le thème du jour avec nos invités. Corinne Brunet, directrice stratégie et développement de Novetic. Philippe Douste-Blazy qui est avec nous, secrétaire général adjoint aux Nations Unies en charge des financements innovants. Gilles Pouzin est également la fondateur, rédacteur en chef du site financier Déontophi. Et puis Laurent Troulès, analyste financier, coordinateur de l'investissement responsable chez Dorval. Philippe Douste-Blazy, quels sont les financements innovants qu'on peut mettre en place, à votre avis, au niveau mondial? Je fais allusion, par exemple, au microcrédit de Mohamed Younous, qui a été vraiment quelqu'un qui a inspiré une partie du monde, et surtout l'Afrique et l'Inde. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas assez d'initiatives en ce sens? Bien sûr. Je vais vous donner deux exemples. Évidemment, Mohamed Younous, prix Nobel de la paix, qui a transformé des gens extrêmement pauvres en entrepreneurs et en leur prêtant des petites sommes. Et on s'aperçoit que ces entrepreneurs, ces pauvres, ont remboursé 99,9% des fois, c'est fou, leur somme. Et ils sont sortis de la pauvreté et surtout ils ont gagné en dignité parce qu'enfin ils étaient non seulement utiles, mais aussi ils gagnaient de l'argent. À l'inverse, nous avons vu au début des années 2000 qu'il n'y avait pas de médicaments contre le sida pour les enfants. Pourquoi? Parce que dans les pays riches, il n'y a pas d'enfants qui ont le sida parce que les femmes enceintes sont traitées par trithérapie. Par contre, il y a 1000 enfants par jour qui naissent en Afrique avec le sida. Eh bien, avec le président Chirac, nous avons créé une organisation, Unitel, c'est 1 euro par billet d'avion. Donc, toutes les personnes qui partent dans un avion... La fameuse taxe Tobin. Non, c'est pas la taxe Tobin. C'est pas la taxe Tobin. Non, c'est une microscopique taxe, c'est 1 euro ou 1 dollar par billet d'avion. Chaque fois que vous décollez, n'importe quelle compagnie aérienne, eh bien avec ça, j'ai fondé cela, eh bien ça a rapporté 5 milliards de dollars en 10 ans, et nous avons pu, comme ça, traiter 8 enfants sur 10 du sida dans le monde, parce qu'ils étaient totalement oubliés, et que la finance, que le capitalisme aujourd'hui oubliait ces enfants les plus pauvres au monde. Laurent Troulès, chez Dorval, qu'est-ce que vous recommandez à vos investisseurs? Et est-ce que vous sentez une demande différente de leur part ces derniers temps? Est-ce que vous sentez que l'impact de la finance utile commence à les concerner? Effectivement, on peut se réjouir du fait qu'il y ait toute une chaîne de valeur qui se mette en place et qui se mette au service du bien commun. C'est pas trop tard? C'est jamais trop tard pour bien faire. Et effectivement, on pense que, comme le disait Monsieur Douste-Blazy, le chemin passe par justement ces coalitions d'acteurs et la nécessité de mélanger à la fois le consommateur, le citoyen, l'entreprise et les scientifiques, les ONG, etc. Et ce mélange doit servir donc le bien commun, et la finance l'épargne des épargnants doit être mis au service de ce bien commun. Mais très concrètement, si vous dites un de vos clients, voilà, tu as mis 10 euros, si tu avais parié sur un fonds qui n'était pas impactant, utile, tu aurais gagné 20, mais là, tu as parié sur un fonds impactant et utile, tu gagnes 15. Il n'y en a pas qui tirent la tronche, entre guillemets? Alors, je pense que
Sur le long terme, intégrer les critères extra-financiers permet d'améliorer le couple rendement-risque parce que justement, en ayant une meilleure connaissance des entreprises dans lesquelles on investit, en les regardant sur un prisme supplémentaire qui est ce prisme extra-financier, on a une meilleure connaissance de ces entreprises, on a une meilleure capacité à cerner ces risques sur ces entreprises et donc une meilleure capacité à le gérer et à l'appréhender dans la construction des portefeuilles qu'on gère. Corinne Brunet, la loi Impact qui va imposer à tous les émetteurs d'imposer une assurance vie plus responsable, ça va vraiment bousculer les choses en France et peut-être ailleurs? Alors oui, d'abord parce que ça oblige les acteurs qui distribuent des produits d'assurance vie à proposer à leurs clients ce qu'on appelle des unités de compte, ce qui est à l'intérieur des produits labellisés. Ça veut dire que demain, moi, citoyen, quand je vais souscrire une assurance vie, le conseiller financier doit me proposer un produit qui soit labellisé ISR, qui est le label généraliste, un produit qui soit labellisé Greenfin, donc le label vert, ou encore un produit qui soit labellisé Finansol, c'est-à-dire le label solidaire. Donc, obligatoirement, aujourd'hui, il faut que ce soit un marché de l'offre. C'est-à-dire, pour que chacun puisse agir, il faut que quand on va voir son conseiller en placement ou quand on demande un produit de financement, on soit en capacité d'avoir une discussion sur des produits qui correspondent à nos valeurs écologiques, sociales ou autres. Donc oui, c'est censé donner un coup d'accélérateur. Mais il ne faut pas oublier la responsabilité de chaque individu. C'est-à-dire qu'on doit de toute façon aussi, nous, en toute transparence, demander à ce que notre argent, notre euro, nos 100, nos 10 000, nos 20 000 euros, soient investis en fonction de nos valeurs. Avec aussi la valeur de la performance financière, puisque la question de l'impact de nos investissements positifs n'est pas toujours contradictoire avec la performance financière, mais elle demande à être réfléchie, pas sur le court terme, mais sur une horizon temporelle un peu plus importante, le moyen et long terme. Gilles Pouzin, au niveau des entreprises, comment se gère la transition? La transition, alors il y a différentes transitions, parce qu'il y a la transition énergétique, donc c'est une chose, c'est tout ce qui contribue à essayer de réduire les émissions de dioxyde de carbone. Et puis, il y a la transition vers les objectifs de développement durable, donc des Nations Unies, au sens large. Et ça, c'est beaucoup plus vaste, puisqu'il y a toutes sortes d'accompagnements pour les entreprises. Vous savez que maintenant, il y a un nouveau statut, par exemple, des entreprises à mission, comme Danone a décidé de l'adopter. Ouais. À mission. Ensuite, à impact, il y a différentes choses. En France, les entreprises solidaires, vous parliez tout à l'heure du microcrédit de Mohamed Younous. On a en France l'ADI de Maria Novak, qui est également très extraordinaire. Qu'est-ce que c'est Une association de microcrédit française qui aide des gens aussi qui... ADIE. Et donc qui attribue des microcrédits pour des gens qui sont, on va dire, aux minima sociaux, qui n'ont pas d'emploi et qui sont aidés par ces mécanismes à créer leur auto-entreprise, souvent des petites affaires. Et tout ça a été aidé également donc, par des transformations du monde de l'entreprise. En 2014, il y a la loi Hamon qui a créé le statut d'entreprise solidaire d'utilité sociale, les ESUS. Et il y a également l'épargne salariale qui contribue à aider toutes ces initiatives, avec la loi Fabius qui avait créé les premiers fonds solidaires en 2001, la loi Fillon qui les a étendus avec le PERCO en 2003. Vous voyez, il y a beaucoup d'initiatives qui aident à orienter l'argent vers des formes d'entreprises qui contribuent davantage à l'économie circulaire et solidaire. Laurent Trulès, est-ce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas envie de jouer le jeu, justement, qui s'opposent à tout ça et qui font croire qu'elles sont côté face A, tout va bien, et en fait, derrière, elles jouent pas le jeu du tout et ne préfèrent que le profit et s'opposent à cette finance éthique. Et je pense notamment à des sociétés pollueuses. Je pense que c'est là où la finance a justement son rôle à jouer. C'est... les entreprises auront du mal à tourner le dos au marché financier parce qu'elles auront dès lors du mal à se financer et à maintenir la pérennité de leur entreprise. Et donc,
Et c'est sur le long terme, effectivement, on va dénicher les entreprises qui respectent, qui s'inscrivent favorablement dans ces objectifs de développement durable ou dans cette finance responsable verte. Et on verra également les entreprises qui ne jouent pas le jeu, qui font face à un greenwashing. Et ces entreprises, lorsqu'elles seront détectées, seront lourdement sanctionnées en bourse. Corinne Brunet, comment on distingue, on exclut les mauvais élèves? Alors, au niveau des produits financiers ou au niveau des entreprises? À tous les niveaux. À tous les niveaux? Non, mais ceux qui jouent pas le jeu, ceux qui jouent pas le jeu de cette révolution qui est en train de se passer dans la finance éthique, comment on peut les persuader de montrer leur vrai visage et de vraiment s'investir? C'est le cas de le dire. Aujourd'hui, il y a une communauté d'acteurs qui observent les entreprises. Et c'est-à-dire qui valide, vérifie le discours de l'entreprise, le discours marketing, versus la réalité de ce qu'elles font au quotidien. C'est la première chose, c'est le travail des ONG, c'est le travail d'observateurs comme Novetic peut l'être quand on scrute l'ensemble des fonds durables qui sont proposés aux épargnants en France ou des fonds verts qui sont distribués sur toute l'Union européenne. Et c'est surtout une sanction réglementaire, c'est qu'aujourd'hui, le marché, les consommateurs au sens large, qui sont éveillés, on parle souvent de consommateurs qui choisissent de ne plus acheter une certaine typologie de produits pour son impact environnemental, typiquement, qui choisissent de s'orienter vers des labels dont ils ont confiance, qui peuvent contraindre avec le régulateur à empêcher les entreprises de pratiquer un greenwashing qui soit un greenwashing offensif. C'est plus difficile aujourd'hui que ça l'était il y a 10 ans, puisqu'elles sont contrôlées. Qu'est-ce que vont changer les crypto-monnaies? Alors, c'est une très bonne question pour la crypto-monnaie. Ce n'est pas mon domaine d'expertise. En revanche, c'est la question de l'intégration de la technologie sur la gestion des impacts positifs, comme nous, on peut l'avoir de notre côté au niveau financier. C'est d'être en capacité de travailler sur soit du plus gros volume d'informations, soit une circulation de la monnaie plus rapide. Sur le pur durable, je ne saurais pas répondre. Mais je vais demander à Gilles Pouzin s'il a une idée. Gilles, c'est très mauvais les crypto-monnaies, c'est très mauvais pour l'environnement parce que malheureusement, le système de blockchain, qui est un système de validation des transactions par ajout de blocs informatiques décentralisés par de nombreux serveurs, est extrêmement polluant. Donc ça consomme beaucoup d'électricité. Alors ensuite, on va dire oui, ça dépend si c'est de l'électricité qui est produite avec du charbon ou avec des éoliennes. Mais bon, le résultat, c'est quand même que non, les crypto-monnaies, malheureusement, c'est un peu loin de la finance éthique, puisque par ailleurs, on peut dire qu'effectivement, les crypto-monnaies... ça se développe, on parle que de ça. Alors, on en parle heureusement plus que ça ne se développe, à mon sens. Et ensuite, le problème, si vous voulez, des crypto-monnaies, c'est que certes, ça peut être utile et ça peut présenter une solution pour le bien commun, pour des gens qui sont dans des pays qui ont des monnaies très instables. On a vu des gens au Liban, en Argentine, en Turquie, dont les monnaies s'écroulaient et qui parfois pouvaient être intéressés de pouvoir sauvegarder leurs économies avec des crypto-monnaies. Mais l'essentiel des crypto-monnaies, malheureusement, sont quand même soit un commerce spéculatif, soit, je suis désolé de le dire, mais c'est le rôle de Deontophi.com, des escroqueries, et puis très souvent du blanchiment, des ransomware, des demandes de rançon pour des piratages informatiques. C'est assez désastreux, malheureusement. Merci Gilles. Laurent Trulès, les plateformes participatives, très rapidement comme Ulule, comme ça, KissKissBankBank, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est le témoignage que l'épargnant, le citoyen, le consommateur veut participer et veut apporter sa pierre à l'édifice. Et le succès de ces plateformes le démontre. Et justement, il faut multiplier ces initiatives pour leur permettre d'effectivement d'apporter cette pierre à l'édifice. Corinne Brunet, très rapidement, vous êtes optimiste pour la suite? Oui, bien sûr. Éclaircies? Il y aura des éclaircies comme le titre de votre magazine? Oui, l'éclaircie. Il faut être optimiste, bien entendu. Il reste la transformation requiert encore des efforts énormes, il est certain. Pour autant, moi, je travaille dans le développement durable, d'abord au niveau d'entreprises cotées et aujourd'hui plus sur le secteur financier depuis 15 ans maintenant. Et les changements sont énormes. Il reste à faire, l'urgence est là, il faut agir, que ce soit pour le climat ou que ce soit pour l'équilibre social et la résilience de nos sociétés. Mais
On a parlé des plateformes de financement participatif qui permettent plus localement à chacun de financer et de soutenir des projets durables. Corinne, je vais vous interrompre parce qu'il faut que je laisse une dernière question à Philippe Douste-Blazy. Merci, oui. Merci Corinne. Philippe Douste-Blazy, Wall Street et ses loups, c'est bien fini? Mais je crois que là, vous avez dans cette émission prouvé avec vos invités qu'il y a des financiers qui pensent à l'être humain. Et il y a 5 biens publics mondiaux qui sont l'eau potable, la nourriture, la santé, l'éducation, l'assainissement. C'est extraordinaire de voir qu'il y a des gens qui mettent leur professionnalisme à ce service, à condition d'avoir bien défini l'impact de tout ce qu'ils font sur le terrain. N'oubliez pas qu'Esther Duflo, prix Nobel d'économie, parce qu'elle a montré que c'est l'impact, micro-impact qu'il faut calculer. Merci. Merci à vous, Philippe Douste-Blazy. Merci, secrétaire général adjoint aux Nations Unies en charge des financements innovants, Corinne Brunet. Merci à vous, directrice stratégie et développement chez Novetic. Gilles Pouzin était avec nous, fondateur, rédacteur en chef du site financier Déontophi. Puis Laurent Troulest, analyste financier, coordinateur de l'investissement responsable chez Dorval. Merci, DGF Hautebert. Je rappelle votre livre, Quotient d'utilité. Voilà, c'est chez Guy Trédaniel, éditeur. Un beau cadeau de Noël. Exactement. Et surtout une partie sur la finance utile. Et ben voilà. Allez, à la semaine prochaine. Merci à vous. À bientôt. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DGF Hautebert, Philippe Rossi. Avec le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture.